cette conférence sur le thème de la transmission de patrimoine, fiscalité et optimisation. Tout d'abord, je voulais me présenter, donc Géraldine Daguitz. J'appartiens au cabinet CGP One, qui est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine créé en 2003. Nous avons des bureaux à Toulouse et en région parisienne, et nous sommes aujourd'hui une quinzaine de personnes, dont 8 conseillers qui sont là pour vous accompagner dans vos projets. Notre site gestiondepatrimoine.com est notre vitrine. N'hésitez surtout pas à le consulter. Vous y trouverez aussi bien des éléments théoriques que des éléments beaucoup plus pratiques. Nous relevons de 3 statuts réglementaires, le statut de CIF, de courtier en assurance et d'agent immobilier. Notre métier, c'est en fait tout simplement répondre à vos objectifs, trouver une solution à vos problématiques. Alors, on constate différentes phases dans la vie de nos clients. Donc, que vous soyez en phase de création de votre patrimoine, de développement de celui-ci, ou dans une phase de distribution avec l'obtention de revenus complémentaires ou de transmission de ce patrimoine, nous sommes là pour vous accompagner dans des approches aussi bien économiques, juridiques et fiscales pour répondre, voilà, pour arriver à réaliser vos objectifs. Un sommaire rapide, nous reprendrons les règles élémentaires de la transmission de patrimoine, puis un rappel de la fiscalité, et enfin nous finirons par quelques techniques d'optimisation. Bien sûr, cette liste n'est pas exhaustive, il y a d'autres techniques, pardon, d'autres techniques d'optimisation, mais il est bien sûr difficile de toutes les appréhender ce soir. Donc les règles civiles, quelques règles civiles en matière de succession. Tout d'abord, la première question, c'est qu'est-ce qu'une succession? Qu'est-ce qui rentre dans ma succession? Puisqu'avant le règlement d'une succession, il y a avant tout la liquidation du régime matrimonial. Ainsi, nous avons là différentes poches, donc les biens communs. On imagine que monsieur et madame sont mariés sous un régime de communauté. Donc, il y a une partie de biens communs. Ils ont chacun des biens propres. Donc, les biens propres, c'est les biens qui ont été reçus par succession ou donation, qui restent propres, et les biens qui ont été acquis avant le mariage. Les biens communs sont les biens, dans le cadre du régime légal, sont les biens qui ont été achetés après le mariage. Et nous avons aussi des assurances-vie, chacun de leur côté, monsieur et madame ont des assurances-vie. Eh bien, imaginons que madame décède, sa succession comprendra donc la moitié des biens communs, plus ses biens propres. Qui sont mes héritiers? Les héritiers du défunt sont appelés en fonction du lien de parenté qu'ils ont avec le défunt. La présence ou non d'un conjoint est prépondérante pour la dévolution successorale. Attention, je parle bien de conjoint. Le concubin ou le partenaire de Pacs ne sont pas héritiers. Même s'il y a beaucoup de similarités entre un partenaire de Pacs et un époux, le partenaire de Pacs, à la différence de l'époux, n'est pas héritier. Il est donc nécessaire de réaliser un testament pour les concubins ou partenaires de Pacs s'ils souhaitent que leur partenaire reçoive quelque chose dans leur succession. On imagine qu'on est en présence d'une personne qui est mariée et donc qui laisse un conjoint survivant. À l'absence d'enfants, de père et de mère, le conjoint survivant recevra la totalité de la succession. S'il y a des pères et mères, le conjoint ne recevra que la moitié de la succession, puisque chacun des pères et mères recevra un quart. Ainsi, s'il y a un seul des deux, père ou mère, le conjoint conserve 3/4 de la succession. S'il y a des enfants communs, le conjoint survivant recevra la totalité de la succession en usufruit ou bien un quart de la succession en pleine propriété. Le reste étant partagé entre les enfants. C'est-à-dire que si le conjoint survivant opte pour l'usufruit, les enfants seront nus propriétaires de la succession, de l'intégralité de la succession, à parts égales entre eux, si bien sûr rien n'a été, si le contraire n'a pas été prévu par testament. En présence d'enfants non communs, c'est-à-dire que le défunt a des enfants d'un autre lit, d'un précédent mariage ou d'une précédente union.
Dans ces cas-là, le conjoint survivant n'a pas le choix, il recevra uniquement le quart de la succession en pleine propriété. Le reste sera réparti entre les enfants. Si par contre il n'y a pas de conjoint survivant, on distingue 4 ordres d'héritiers qui s'excluent les uns, qui excluent le rang suivant. Ainsi, s'il y a des enfants, les enfants percevront l'intégralité de la succession, se répartiront l'intégralité de la succession. S'il n'y a pas d'enfants, ce sont donc les pères et mères qui recevront donc chacun un quart et les frères et sœurs qui se partageront le reste. S'il n'y a ni père, mère, ni frères et sœurs, ce sont dans ces cas-là les ascendants, donc les ordinaires, ce qu'on appelle l'ordinaire, les grands-parents, qui hériteront. Et s'il n'y a rien de tout cela, donc ce seront donc les collatéraux autres que les frères et sœurs, c'est-à-dire cousins, donc neveux, nièces, cousins, cousines, oncles, tantes. Maintenant, faisons un point sur la fiscalité des successions et donations. Il y a beaucoup de choses. N'hésitez surtout pas à m'arrêter si vous souhaitez que je reprenne certains éléments. La taxation des donations et des successions varie en fonction du lien de parenté avec le défunt. À noter, chose importante, le conjoint et le partenaire de Pacs sont totalement exonérés de droits de succession. Donc, comme je disais tout à l'heure, le partenaire de Pacs ne rentre pas automatiquement dans la succession de son conjoint défunt, de son partenaire défunt, mais si il y a eu un testament, il n'y aura pas de droit de succession entre le partenaire de Pacs, pour le partenaire de Pacs. Donc, à ce titre-là, au niveau fiscal, ils sont sur le même régime, mais sur un plan juridique, ils sont sur deux régimes différents. On dit qu'ils sont exonérés de droits de succession, mais ils ne sont pas exonérés de donation. Donc, si je donne à mon conjoint, il y aura donc une fiscalité qui sera applicable. L'assiette fiscale, sur quelle base sera calculée donc les droits de donation? L'assiette fiscale, elle est en fait la part reçue par l'héritier, auquel on enlèvera des actifs qui peuvent être exonérés, on verra tout à l'heure, un passif déductible, ce sont notamment les frais funéraires, les divers impôts, les droits de succession, et un abattement qui est également qui viendra en diminution de l'assiette fiscale. Cet abattement dépend donc du lien de parenté. À cette assiette fiscale, on rajoutera également toutes les donations qui ont été faites et qui ont moins de 15 ans. On verra en détail un peu plus loin. Les abattements, quels sont-ils? En ligne directe, c'est-à-dire entre enfants et parents, on a un abattement de 100 000 euros. Entre frères et sœurs, un abattement d'environ 16 000 euros. Entre neveux et nièces, 8 000. Et à défaut, c'est-à-dire s'il n'y a pas d'autres liens de parenté, on a 1 594 euros. Attention, il y a un abattement spécifique pour handicap qui est de 159 000 euros. Cet abattement spécifique se rajoute aux autres abattements. On imagine, monsieur a un enfant handicapé, donc cet enfant handicapé aura son abattement en tant qu'enfant, 100 000 euros, plus un abattement spécifique pour son handicap de 159 325 euros. En matière de donation, il y a quelques petits ajustements. On rajoute, mais bien sûr, l'abattement pour conjoints, puisqu'ils ne sont plus exonérés de droits de donation, ils ne sont pas exonérés de droits de donation, donc il y a un abattement de 80 700 euros, au-delà une taxation. Entre parents et enfants, ça ne change pas, 100 000 euros. Entre grands-parents et petits-enfants, pour les donations, on est à 31 865 euros. Entre frères et sœurs, à environ 16 000. Entre neveux et nièces, 6 000. Là également, un abattement spécifique pour handicap de 100 000 euros qui se rajoute à l'abattement pour lien de parenté. Cet abattement pour donation se renouvelle tous les 15 ans. Le barème applicable en ligne directe, donc entre enfants-parents. Donc il est progressif. La première tranche est assez faible, 5%, et la dernière est à 45%. Vous verrez sur ce tableau que au final, c'est à partir des 16 000 euros, on a une tranche à 20%. Donc concrètement,
il faut compter qu'au minimum, l'imposition en ligne directe est de 20%. J'ai une petite question, je me permets de faire une pause. Pour les donations, les abattements sont pour chaque parent, exactement, pour chaque parent et pour chaque enfant. Donc, un couple qui a 2 enfants pourra transmettre 100 000 euros, chaque parent pourra transmettre 100 000 euros à chaque enfant, donc ça fait au global 400 000 euros de transmission possible, sans droit. Donc voilà, donc pour ce barème, ayez en tête, on commence à 20% et ça peut aller jusqu'à 45% de taxation. D'autres barèmes, entre frères et sœurs, 35 et 45%. Entre parents plus éloignés, on est à 55%. Et pour les parents au-delà du 4e degré ou pour les tiers, nous arrivons donc à 60% de droits de succession. Je rappelle, les concubins sont considérés comme des tiers, donc 60% de droits de succession. Rappel fiscal des donations. Donc, j'en ai parlé tout à l'heure assez rapidement. Une donation ne sera réellement acquise que passé un délai de 15 ans, puisque si jamais la donation n'a pas 15 ans, finalement, on la réintégrera dans le calcul fiscal. Et c'est pour ça aussi que l'on dit que l'abattement de 100 000 euros se renouvelle tous les 15 ans. Prenons un exemple. Jean a consenti à son fils Pierre une donation de 50 000 euros il y a 5 ans. Jean décède, son patrimoine est de 200 000 euros. Pierre est son seul héritier. La masse fiscale sera donc c'est-à-dire la masse sur laquelle on va appliquer le barème de taxation sera donc de 200 000 euros, plus 50 000 euros qui seront à réintégrer dans la masse fiscale, moins l'abattement des 100 000 euros. On arrive à 150 000 euros taxables. On applique le barème, donc comme vous le voyez, c'est à peu près un effet de 20%. 20%, donc ça fait 28 000 euros de droits de succession. Voilà pour les principes de base civils et fiscaux. On va maintenant parler de tout ce qui est technique d'optimisation. Donc bien sûr, cette liste de techniques n'est pas exhaustive. Il y a de nombreuses façons d'améliorer sa situation, la transmission de son patrimoine. J'ai essayé de regrouper les plus classiques, les plus évidentes. Tout d'abord, on a vu que avant la liquidation de la succession, il y avait la liquidation du régime matrimonial. C'est donc là-dessus d'abord que l'on peut agir. Ainsi, on peut par exemple imaginer un cas de disproportion du patrimoine entre les époux. On peut imaginer un changement de régime matrimonial pour que des biens propres passent en bien commun, ou imaginer une communauté universelle. Pourquoi on ferait ça? Tout simplement pour utiliser les abattements de chacun des époux et pour utiliser les premières tranches du barème à 20, à 30% avant de passer aux tranches supérieures. Et enfin, bien sûr, pour protéger le conjoint qui reste. À titre d'exemple, on imagine des époux dont le patrimoine est de 1,5 million d'euros. Donc 1 million appartiennent en propre à madame et 500 000 sont en commun. Ils ont un seul enfant, donc en cas de décès, cet enfant, en cas de décès, je parle toujours, on imagine un décès concomitant, quasiment des parents pour plus de facilité. En cas de décès, l'enfant donc devra 320 000 euros de droits de succession. On aménage le régime matrimonial de monsieur et madame, on passe en communauté le million de madame qu'elle possède en bien propre. Et bien, par cette mesure, on utilise en effet les tranches plus basses du barème, et donc du coup, on arrive à baisser les droits de succession à 206 000 euros, soit plus de 100 000 euros d'économie de droits de succession pour leur enfant. À noter que le changement de régime matrimonial, l'aménagement de régime matrimonial doit se faire dans des règles assez précises par un notaire et à un certain coût. Donc en effet, il faut mesurer l'intérêt économique de ce changement de régime matrimonial, puisque les coûts peuvent être relativement importants.
Ensuite, on peut investir dans des actifs exonérés. Certains biens sont exonérés en tout ou partie. Il s'agit par exemple des entreprises dont les associés ont conclu un pacte du trade, par exemple, les contrats d'assurance vie. On l'a vu tout à l'heure dans mon schéma, un contrat d'assurance vie ne rentre pas dans l'actif taxable dans la succession. Il y a aussi d'autres biens que l'on ne connaît pas forcément, les bois et forêts, les groupements forestiers, les groupements fonciers agricoles, les biens ruraux loués à long terme. Tout ceci sont des biens qui sont exonérés, notamment, enfin la plupart exonérés à hauteur de 75%. Ainsi, dans le cadre d'une diversification patrimoniale et pour alléger les droits de succession, on peut tout à fait imaginer un investissement dans des groupements forestiers, puisque ce sont des actifs réels qui participent aussi à une diversification importante du patrimoine. Les assurances vie, donc, autre technique d'optimisation, utiliser l'assurance vie. L'assurance vie, on l'a vu, est hors succession. Elle a sa propre fiscalité. Et deux fiscalités sont applicables. Tout d'abord, pour les primes versées sur ces assurances vie avant 70 ans. Sur ces primes versées avant 70 ans, on a un abattement de 152 500 euros. Donc, on a 0 euros de fiscalité jusqu'à 152 500 euros par bénéficiaire. J'insiste, c'est par bénéficiaire. Vous avez 3 bénéficiaires, vous pouvez leur transmettre sans fiscalité 152 000 fois 3, donc 450 000 euros sans fiscalité. L'assurance vie est donc bien sûr à utiliser et au-delà de ces 152 500, on est à 20% jusqu'à 852 et au-delà à 31,25% de fiscalité. L'assurance vie est donc évidemment à privilégier pour des personnes qui n'ont pas d'héritiers directs ou qui veulent accorder, transmettre à des tiers ou à des parents trop éloignés, puisqu'on a vu que les tiers ou les personnes trop éloignées ont 60% de droits de succession et pas d'abattement. Là, on a la chance d'avoir un abattement de 152 500 et une fiscalité à hauteur de 20%. À titre d'exemple, un couple avec 2 enfants peut transmettre ainsi 610 000 euros sans fiscalité. Quand tout à l'heure, les abattements étaient uniquement de 100 000 euros. Et bien sûr, ça se cumule, les abattements de 100 000 euros qu'on a vu tout à l'heure et l'abattement de 152 500 euros. Si par contre les primes sont versées après 70 ans, on n'est pas du tout sur le même régime, beaucoup moins avantageux en termes de transmission, puisqu'on a uniquement un abattement de 30 500 euros qui en plus se cumule à tous les bénéficiaires. Donc c'est au global 30 500 euros. Au-delà, on appliquera les droits de succession classiques en fonction du lien de parenté. Par contre, un intérêt qui peut être utilisé, on parle là uniquement de primes versées, c'est-à-dire que tous les intérêts générés par les primes versées au-delà des 70 ans sont exonérés, ne rentrent pas dans une quelconque taxation. Un petit point rapide, mais qui peut être intéressant, les présents d'usage. Un présent d'usage, c'est quoi? Donc c'est la jurisprudence qui le définit. Il n'y a pas de loi qui définit le présent d'usage, mais on considère que c'est un cadeau qui est fait à l'occasion de certains événements et qui est conforme à un usage. C'est par exemple donc attribuer, faire un cadeau lors d'un mariage, un Noël, un anniversaire, etc. Si la valeur de ce cadeau n'excède pas une certaine valeur, qui est proportionnelle aux moyens du donateur. C'est-à-dire qu'un donateur qui a un patrimoine de 2 millions d'euros, on peut imaginer que donner 1 000, 2 000 euros pour Noël à ses enfants est totalement proportionnel à ses moyens. Dans ces cas-là, on considère que c'est un présent d'usage et on a une exonération totale de droits de donation là-dessus. En plus de cela, aucun formalisme, pas besoin d'enregistrer, aucun frais de notaire, pas besoin de passer devant le notaire. Et ce sont des biens qui échappent aux règles de succession, notamment dans tout ce qui est réserve et rappel civil. À ne pas confondre le présent d'usage du don familial de somme d'argent. Le don familial de somme d'argent, c'est la continuité, on va dire, de ce qu'on appelait les dons Sarkozy, qui ont été adaptés.
L'idée de cette mesure, c'est qu'un donateur qui a moins de 80 ans et qui souhaite donner à un descendant, c'est-à-dire à ses enfants ou petits-enfants. Et s'il n'a ni enfants ni petits-enfants, a des neveux et nièces, à condition que ses descendants soient majeurs. Dans ces cas-là, le donateur peut donner jusqu'à 31 865 euros sans qu'il y ait de fiscalité. Là, par contre, il va falloir enregistrer cette donation auprès du service des impôts pour bénéficier, pour être sûr de ne pas avoir une requalification de ce don lors du règlement de la succession notamment. Avantage, donc cet abattement se renouvelle tous les 15 ans et il se cumule avec tous les autres abattements. Donc les 100 000 euros en ligne directe, les 150 de 500 bien sûr d'assurance vie, etc., etc. Les donations démembrées. Donc ça, c'est quelque chose que l'on utilise assez fréquemment et que les particuliers connaissent relativement bien, puisqu'ils connaissent le démembrement de propriété, notamment quand ils ont vu ou subi une succession, puisque, on l'a vu tout à l'heure, en cas de mariage et de biens communs, en cas de mariage, pardon, l'époux survivant va avoir l'usufruit sur la succession de son conjoint. L'usufruit, c'est quoi? C'est finalement le droit de jouir du bien jusqu'à son décès. Ça, c'est l'usufruit viager. C'est-à-dire que, par exemple, si je parle d'un bien d'usage, résidence principale, résidence secondaire, c'est le droit d'habiter dans cette maison autant de temps que je le souhaite, sans avoir à payer quoi que ce soit. Et si ça se porte sur un bien locatif, c'est le droit de percevoir les loyers de ce bien-là. Et si ça porte sur un bien financier, c'est le droit de toucher les intérêts. Le démembrement, la valeur entre l'usufruit et la nue-propriété est établie par un barème de l'article 669 du Code général des impôts. Ainsi, si j'ai 55 ans, mon usufruit est de 50%, la nue-propriété est de 50%. Donc, on voit bien que ce barème est dégressif dans le temps, puisque l'usufruit étant viager, si j'ai 55 ans, mon espérance de vie est plus faible que si j'ai 35 ans, où là, mon usufruit, donc, du coup, est de 70%, parce que la probabilité que je continue à utiliser ce bien jusqu'à mon décès est plus importante que si j'avais 55 ans. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'on a une valeur d'usufruit qui est dégressive dans le temps. Tous les 10 ans, on perd 10% de valeur. Et donc, du coup, la nue-propriété se revalorise de 10%. On peut utiliser les donations démembrées dans plusieurs situations. Celles qui sont le plus souvent utilisées, c'est les donations d'un bien immobilier, une maison, un appartement, etc. Dans ces cas-là, on donne la nue-propriété aux enfants. Pourquoi? Parce qu'en fait, au décès de l'usufruitier, l'usufruit va s'éteindre automatiquement. Donc, ce que j'aurais donné, la valeur de mon usufruit que j'aurais conservé, va s'éteindre et donc du coup sera totalement exonérée. Elle n'aura jamais été soumise à taxation. Ainsi, j'ai un appartement de 200 000 euros. J'ai 55 ans, donc mon usufruit est de 50%, on l'a vu tout à l'heure. Je donne à mon fils cet appartement, je ne lui donne que la nue-propriété, donc je lui donne 100 000 euros. À mon décès, il aura bien les 200 000 euros, mais les 100 000 euros de mon usufruit n'auront jamais été taxés. Voilà pourquoi on utilise ce mécanisme-là dans le cadre de l'optimisation de la transmission. Autre mécanisme qu'on utilise moins souvent, mais qui peut être tout aussi utile, c'est donner un usufruit temporaire. Donc là, c'est plus dans le cadre d'une optimisation donc de l'impôt sur le revenu notamment. On peut imaginer un usufruit temporaire quand, pareil, je reprends l'exemple de cet appartement, j'ai des loyers dessus, mais j'ai une fiscalité qui est importante. Mon impôt sur le revenu, ma tranche marginale d'imposition est importante. Et ces loyers, je n'en ai pas besoin. Donc, je vais être taxé dessus sur des revenus dont je n'ai pas besoin. Eh bien, je vais pouvoir transférer l'usufruit, donc les loyers, à mes enfants, par exemple, qui, par exemple, peuvent être réaliser des études supérieures, donc avoir besoin de revenus. Eux n'ont pas d'autres revenus, donc ils vont être faiblement fiscalisés.
À la fin de cet usufruit temporaire, aura une durée déterminée dès le début, 5 ans, 10 ans, 15 ans, eh bien, je récupérerai la pleine propriété de mon bien. Et à ce moment-là, peut-être que je serai dans une autre phase de ma vie à avoir besoin de revenus, mais à vouloir aussi transmettre. Et dans ces cas-là, je donnerai à ce moment-là peut-être la nue propriété de ce bien. Voilà. Autre chose que l'on peut démembrer, que l'on utilise assez fréquemment, c'est dans le cadre de la gestion de patrimoine, c'est le contrat de capitalisation. Un contrat de capitalisation, c'est le cousin de l'assurance vie. Ça fonctionne à peu près pareil, sauf qu'il n'y a pas de bénéficiaire désigné. Donc en cas de décès, le contrat de capitalisation rentre dans la succession. Et vu qu'il rentre dans la succession, ça veut dire que je peux le donner. Je peux le donner en pleine propriété ou donner uniquement la nue propriété. Donc de la même façon, je conserve l'usufruit, je conclus avec le nu propriétaire une convention de quasi-usufruit, c'est-à-dire que dans cette convention, on va dire qui a le droit de faire quoi, c'est-à-dire est-ce que j'ai le droit de prélever que les intérêts ou est-ce que je peux utiliser l'intégralité du capital. Si j'utilise l'intégralité du capital, je ne vais pas aller dans le détail, mais dans ces cas-là, on crée une créance de restitution qui va venir encore diminuer l'actif taxable au droit de succession. Et donc, du coup, ça va me permettre de diminuer de façon assez conséquente donc l'actif taxable. À titre d'exemple, monsieur et madame ont 55 ans et 2 enfants. Donc, la valeur de leur nue propriété, c'est de 50% de la valeur de la pleine propriété. Ils ouvrent 4 contrats de capitalisation. Monsieur ouvre 2 contrats qu'il donnera à chacun de ses enfants. Madame ouvre de son côté également 2 contrats qu'elle donnera à chacun de ses enfants. Ils peuvent ouvrir donc ces contrats de capitalisation à hauteur de 200 000 € chacun. Et ensuite, ils donnent la nue propriété à leurs enfants. Donc, chacun donne au final 100 000 € à chacun des enfants. Donc, on utilise l'intégralité de l'abattement à hauteur de 100 000 €. Ainsi, on donne 800 000 € sans fiscalité. Si on n'avait pas fait cette donation-là, on aurait été taxé à hauteur de 80 000 €. Vu que cet abattement se renouvelle tous les 15 ans, au bout de 15 ans, je peux réaliser exactement la même situation. Il faudra juste que je prenne en compte l'évolution du barème de l'usufruit. Donc finalement, cette donation de contrat de capitalisation en nue propriété, si elle est réalisée tôt, elle peut être renouvelée à plusieurs reprises. Gros avantage, grâce à la convention, vous conservez la pleine disposition du capital. Vous pouvez le consommer comme vous le souhaitez. Et si jamais vous le consommez, voilà, ce que vous avez consommé viendra en déduction de la part taxable de vos enfants ou héritiers. Le rachat de patrimoine, c'est la vente par une personne physique d'un patrimoine immobilier à une société. Cette société qui fera appel au crédit pour réaliser cette acquisition. Le passif, donc le crédit, viendra en déduction de l'actif de la société. Donc, on a là monsieur qui a 4 immeubles, il crée sa société, actif-passif. Cette société va acheter l'immobilier de monsieur. La société va faire appel au crédit auprès d'une banque. Donc, on va avoir un actif, un passif qui est égal à l'actif. Donc, une société, les parts d'une société qui valent 0 €, je peux donc donner ces parts-là à qui je veux, à mes héritiers, pour 0 €, puisque je donne un titre qui ne vaut rien au moment de la donation. Attention là-dessus, lorsqu'on réalise ce genre de montage, à avoir pas un but principalement fiscal maintenant pour éviter l'abus de droit. Donc, il est intéressant dans ces cas-là de rentrer dès le début vos héritiers dans la société pour montrer que c'est dans le cadre de la gestion d'un patrimoine que vous allez réaliser cette opération-là. Et bien sûr, éviter de façon la concomitance de toutes ces opérations-là. Essayez de garder quelques mois de différence entre chacune de ces étapes-là. Vu que j'ai vendu, autre point, vu que j'ai vendu l'immobilier à la société, du coup, je vais récupérer le produit de la vente, je vais récupérer du cash que je vais pouvoir donc du coup transmettre soit en assurance vie,
soit dans le cadre de dons manuels ou de toute autre façon, ou bien le consommer, bien sûr. Autre avantage à ce système-là, si, je détenais tous ces biens en direct, et qu'il n'y avait pas de crédit, je suis taxée au niveau impôt sur le revenu, au niveau au barème et aux prélèvements sociaux, donc je suis fortement taxée. Par ce biais-là, si la société reste à l'IR, j'ai au moins les intérêts déductibles. Si la société passe à l'impôt sur les sociétés, dans ces cas-là, j'aurai une fiscalité qui sera fortement amoindrie, mais conséquence peut-être néfaste après, si je choisis une société à l'impôt sur les sociétés au niveau de la vente ou de la transmission. Voilà. Voilà, nous avons dressé là à peu près enfin, quelques techniques d'optimisation. À titre de conclusion, je voudrais vous donner un exemple. On imagine monsieur et madame Dupont qui ont 55 ans et un seul enfant, mais un patrimoine de 2 millions d'euros. 1 million de biens propres à monsieur et 1 million de biens communs, le bien propre à madame, et 1 million de biens communs, dont 800 000 sont de l'immobilier locatif. Ils n'ont rien anticipé, ils décèdent. Et bien leur fils unique aura 450 000 euros de droits de succession à payer. Ces 450 000 euros sont à payer dans les 6 mois du décès. Donc là, en l'occurrence, s'il n'y a pas de liquidité, l'enfant devra donc procéder à la liquidation du patrimoine, à des ventes, pour pouvoir payer les droits de succession. On imagine que monsieur et madame Dupont, par contre, même situation, ont mis en place toutes les préconisations de leur conseiller CGP1. Ils ont mis en communauté les biens propres de madame, ils ont ouvert des assurances vie dont leur enfant est bénéficiaire, ils ont réalisé des dons familiaux de sommes d'argent, la souscription de contrats de capitalisation qu'ils ont donné en nue propriété à leur fils, et la vente du patrimoine immobilier locatif à une SCI, avec la donation des parts à leur fils derrière. Eh bien, on passe à 185 000 euros de droits de succession. Donc, on a économisé 265 000 euros de droits de succession par la mise en place de ces préconisations-là. Nos conseils, c'est tout simplement de réaliser un bilan patrimonial qui va vous permettre donc de déterminer vos objectifs, chiffrer vos besoins, revenus et capital, puisqu'il ne faut pas oublier que quand on transmet, quand on se met dans une optique de transmission, on se démunit, à voir dans quelles conditions on peut se démunir, c'est-à-dire de quel niveau de revenu ou de quel niveau de capital ou de patrimoine je peux me démunir. Et bien sûr, tout ceci, c'est notre métier, puisqu'en premier lieu, quand on rencontre une personne, on va établir un bilan patrimonial qui est pour nous la clé de voûte de la relation. C'est l'analyse de votre situation, la reprise de vos objectifs et moyens, puis vos préconisations. Les préconisations qui iront dans le cadre de la réalisation de vos objectifs. On vous accompagne ensuite pour la mise en place de ces solutions-là, donc qu'elles soient juridiques, par un testament, une donation, des donations, financières, assurance vie, contrat de capitalisation, comme on a pu en parler, ou immobilière, ou même financière, ou bien bancaire, dans le cadre donc de rachat de patrimoine, par exemple. Mais avant toute chose, ce qu'on met toujours en avant avec nos clients, c'est bien sûr le suivi patrimonial, puisque la meilleure stratégie patrimoniale qui a pu être mise en place, si elle n'est pas suivie dans le temps et adaptée en fonction des modifications, qui peuvent être des modifications de votre côté, familiales, professionnelles, patrimoniales, ou bien des modifications juridiques et fiscales, et bien si une stratégie n'est pas adaptée dans le temps, elle sera vouée à l'échec. Voilà, j'en ai fini de ma présentation. Avez-vous des questions? Ne soyez pas timide. Des questions? On a parlé du rachat de patrimoine, par exemple, l'an dernier. Je voulais juste aussi pareil faire un petit topo
Chaque solution que je vous ai établie là, peut engendrer des coûts. Il est donc bien sûr évident que, avant de se lancer dans, quelles que soient les solutions que je vous ai annoncées là, il est évident qu'il faut réaliser, une simulation chiffrée pour voir si, ces coûts-là, ne viennent pas, tout simplement, annuler, l'intérêt, fiscal derrière de la mise en place de cette solution-là. Voilà. Bon, a priori, pas de questions. De toute façon, vous pouvez toujours me contacter 05 61 52 17 01 puisque je suis à Toulouse. Si vous êtes en région parisienne, vous pouvez conseiller, ou même dans la région du Nord, on va dire, puisqu'on s'est réparti la France en 2. Vous pouvez donc appeler, le 01 45 14 80 34. Et puis, si vous avez des questions pointues, ou besoin de renseignements complémentaires, vous pouvez également envoyer un mail à charles@gestiondepatrimoine.com. Dès demain, vous recevrez un mail, pour avoir votre avis sur cette présentation. Merci de prendre quelques minutes pour y répondre. Ça nous permet de nous améliorer, et ça nous permet aussi de déterminer les sujets, qui pourraient vous, intéresser et qui seraient donc à traiter en priorité. Donc je vous remercierai de prendre quelques minutes pour répondre à ce questionnaire que nous vous adresserons, dès demain. Bon, eh bien, je n'ai plus qu'à vous souhaiter une très bonne soirée et je vous dis à très bientôt pour le prochain webinaire. Bonne soirée, au revoir.